Et bonsoir à tout le monde, merci d'être venu, malgré peut-être des difficultés de déplacement ou de circulation à l'intérieur de l'île aujourd'hui. Mais, comment dirais-je, on n'avait pas de raison non plus de remettre ce rendez-vous des fidèles, parce que je crois que beaucoup d'entre vous sont des fidèles qui participaient comme ça aux actions de 5 à 7. Alors, on m'a demandé de vous parler de comment dirais-je, un peu de la médecine des voyages, des recommandations que l'on fait aux voyageurs. Et j'ai volontairement, sur un sujet qui est quand même assez classique, essayé d'avoir une vision un petit peu différente parce que moi-même, mais il n'y a pas que moi, il y a le docteur Leblanc qui est là, il y a d'autres également médecins du centre, Philippe Inglebert, docteur Emmanuel Dutoit, qui participent beaucoup à l'information aux voyageurs. Et on s'aperçoit que on a de plus en plus de travail sur ce sujet de l'information aux voyageurs. Les choses évoluent énormément rapidement. Alors c'est difficile, nous recevons à peu près 30 à 50 notifications par jour d'événements sanitaires qui se passent dans le monde. Et notre travail consiste à en prendre connaissance et de déterminer si cet événement qui est décrit par d'autres collègues, d'autres médecins, il y a un réseau mondial qui permet de le faire, si cette information est d'intérêt pour les voyageurs ou n'est pas d'intérêt pour les voyageurs. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a une épidémie de diarrhée au Beloutchistan oriental. C'est malheureux pour ceux qui ont la diarrhée, mais ça n'a pas grand intérêt pour les voyageurs. Par contre, vous avez quelques cas d'une maladie diarrhéique qui apparaissent à Foz d'Iguaçu, qui est un site, pour certains connaissent peut-être, c'est un site extrêmement touristique qui se situe aux confins de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay, qui est extrêmement visité. Et là, c'est sûr que s'il y a une épidémie de diarrhée ou d'hépatite A, là, ça prend une dimension tout à fait différente pour les voyageurs. Et bien entendu, nous, on se charge d'essayer de transmettre l'information pour que les futurs voyageurs ne soient pas, inquiétés par cette maladie. Donc, les choses évoluent de plus en plus vite, on a de plus en plus d'informations. Alors, est-ce qu'il y a de plus en plus de cas? Je ne sais pas. Est-ce que les maladies sont en augmentation? Très sincèrement, je ne sais pas, parce que on a plus de notifications, mais tout simplement peut-être parce que le réseau de communication marche mieux, parce que les gens déclarent, les collègues à travers le monde déclarent peut-être beaucoup plus qu'ils ne le déclaraient avant, mais toujours est-il qu'on a de plus en plus d'informations. Et on s'aperçoit que ces informations, en plus, non seulement on en a beaucoup, mais elles varient dans le temps. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des évolutions, il y a des transformations, dans lesquelles peut-être il y a les bouleversements écologiques et des écosystèmes que connaît la planète Terre, actuellement sont peut-être des événements à relier. Peut-être ces changements sont-ils directement liés, en particulier à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Je ne le crois pas. Je ne pense pas que tout soit relié au réchauffement climatique, mais c'est ce que je vais essayer de vous montrer. C'est le propos de mon introduction. Alors, lorsqu'on vous parle de voyage, vous avez tous voyagé ou eu envie de voyager, on consulte un jour une revue. On va chez et puis on aime bien feuilleter, on prend l'internet, c'est bien, mais on aime bien aussi feuilleter un catalogue, regarder, et ça nous fait rêver. Quelques images de Polynésie là qui font rêver, et puis il y a toujours dans ce catalogue ou dans cette page internet un petit encart santé, et on vous donne quelques renseignements sur la santé. Et c'est là qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, il faudrait peut-être quand même que je prenne un certain nombre de précautions. Et ceux qui voyagent, en fait, ne pensent souvent qu'à une seule chose, c'est la vaccination. Et quand ils nous téléphonent à nous, ici, dans le service, c'est simplement pour dire, je dois partir à, et quels sont les vaccins? Et en fait, il n'y a pas que les vaccins. Il y a probablement d'autres informations qui sont importantes et qui, justement, nécessitent peut-être une consultation un petit peu plus poussée que ce qu'on faisait avant. Il y a quelques années, quand on consultait quelqu'un, c'était simplement « Est-ce que vous avez besoin de la vaccination contre la fièvre jaune ou pas la vaccination contre la fièvre jaune ?» Et ça s'arrêtait là. Et un peu à la fois, non seulement parce qu'on a eu plus d'informations, mais également parce qu'on a eu de nouveaux vaccins, on a pu, offrir une panoplie de protection
beaucoup plus importante pour les voyageurs. Et puis il n'y a pas que les vaccins, il y a aussi toute l'information qu'ils font donner sur des règles simples, des règles d'hygiène. Pour une femme enceinte, quelles sont les règles particulières si jamais elle doit voyager, comment voyager avec des enfants, comment voyage une personne âgée lorsqu'elle peut avoir des troubles qui nécessitent un traitement au long cours et un suivi. Est-ce que c'est un handicap au voyage ou pas? Et bien, c'est toutes des choses qui sont discutées au cours de ces consultations. Donc, au cours de ces consultations, il y a quelque chose qui est important, c'est que le médecin est tenu légalement de donner une information claire, autrement dit, pas parler dans un trop jargonné dans son langage médical, mais essayer de se mettre à la portée de celui qui peut-être n'a pas les mêmes connaissances médicales. Donc l'information doit être claire, elle doit être loyale, c'est-à-dire qu'on doit donner tous les éléments d'information, et elle doit être approprié. Il faut comprendre dans ce qualificatif d'approprié que la recommandation qui sera faite ou le conseil qui sera donné doit être adapté au sujet, adapté à son voyage, c'est-à-dire qu'on va personnaliser le plus possible le renseignement médical, qu'il y ait une vaccination ou qu'il n'y ait pas de vaccination. Alors, ça a beaucoup évolué parce que justement, on reçoit de plus en plus d'informations et on s'aperçoit que, avec le temps, ces informations peuvent évoluer. Alors, en ce sens, la médecine du voyage est une médecine tout à fait particulière. Ça n'est pas une médecine qui soit très difficile, ce n'est pas une spécialité aussi complexe que la cardiologie, la neurologie, la pneumologie. C'est moins complexe peut-être, mais c'est beaucoup plus difficile parce que tous les jours, on peut être amené à modifier ce que l'on avait dit la veille. Il suffit qu'une épidémie apparaisse quelque part pour que d'un seul coup, une information qu'on n'avait pas à fournir doit être fournie le plus justement possible. Ça, c'est une grosse partie de notre travail, d'assurer donc une information véritablement actualisée. Et c'est un énorme travail, ce que je vous expliquais au tout début, ce travail de screening que l'on fait tous les jours, c'est-à-dire ce travail d'analyse à partir des informations que l'on reçoit. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent toutes ces modifications dont qu'on essaye de faire part aux voyageurs et donc ces variations d'ordre épidémiologique autrement dit, qui expliquent qu'il y ait des maladies, de nouvelles maladies, que certaines maladies soient importées quelquefois ou même que réapparaissent certaines maladies. Alors un certain nombre de facteurs sont connus, je ne les invente pas. C'est les modifications du biotope du fait des actions humaines. Par exemple, il suffit que dans une zone, il y ait une forte action de déforestation, on peut être à peu près certain qu'il y a ceux qui participent à cette déforestation et tous ceux qui sont autour, vont être soumis à un certain nombre d'agressions, dont les agressions infectieuses, qui sont tout à fait nouvelles. Il suffit de déforester, bien souvent, pour avoir d'un seul coup une épidémie de fièvre jaune. Parce que d'un seul coup, les moustiques qui étaient là tranquillement, qui transmettaient le virus simplement de singe à singe, d'un seul coup vont se mettre à les transmettre aux hommes qui s'introduisent dans le même biotope et vont se mettre à les piquer, et on peut avoir comme ça des épidémies. C'est une des explications que l'on a pour expliquer l'épidémie de fièvre jaune, un certain nombre des épidémies de fièvre jaune qui ont eu lieu cette année. Il y a la multiplication des échanges humains et commerciaux. Il y a des millions de sujets, d'hommes, de femmes qui voyagent à travers le monde et en même temps qu'ils voyagent, ils transportent avec eux ou ils peuvent transporter avec eux soit des éléments vecteurs, c'est-à-dire que dans les avions, si vous voyagez en cabine pressurisée, la soute est également pressurisée et dedans il y a les moustiques. Donc il suffit que les moustiques soient infectés pour ramener une maladie quelque part. Et plus vous multipliez le nombre de voyages, plus vous élevez la probabilité de transporter un vecteur infecté. Il y a aussi le transport des malades. Alors, il y a quelques années, il y a eu, par exemple, une épidémie à coronavirus qui a commencé au Vietnam. Quelques jours plus tard, cette épidémie, on l'a retrouvée au Canada. Le deuxième foyer qui s'est déclaré a été un foyer canadien. Tout simplement parce que des sujets infectés
on ne les avait pas détectés à ce moment-là, ont pris l'avion, se sont retrouvés au Canada et ont déclenché une épidémie. La fameuse épidémie de grippe H1N1 dont on a beaucoup parlé, c'est quand même un phénomène absolument incroyable. Le 23 mars 2009, il apparaît, le virus est détecté au Mexique. Moins de 15 jours plus tard, tous les pays du monde étaient touchés. Tous les pays du monde étaient touchés. Alors je ne parle pas de la gravité du vaccin, mais on s'aperçoit très bien que le virus a diffusé extrêmement vite parce que, tout simplement, il y a des avions et qu'on se transporte très facilement d'un endroit à un autre de la planète. Là, il n'y avait pas de vecteur, hein, c'était une transmission interhumaine et ça s'est remarquablement transmis. Donc, ces échanges humains et commerciaux. Alors, commerciaux, pourquoi ? Parce que de temps en temps, en transportant des produits, on peut transporter les virus, on peut aussi transporter les vecteurs, et en particulier les moustiques. Il y a les activités humaines, vous verrez, je vous donnerai quelques exemples. L'homme, quelquefois, croit bien faire ou renonce à faire de bonnes actions de santé publique, et on voit à ce moment-là, on peut voir des épidémies réapparaître. Il y a l'état d'immunité de la population, bien entendu. Une maladie s'installe très difficilement si la population soit a déjà fait la maladie, une grande partie de la population a fait la maladie, soit la population a été vaccinée. Hein. Et c'est pour ça qu'actuellement, on voit dans de très nombreux pays, y compris les pays européens, un très grand nombre de cas de rougeole chez les enfants, tout simplement parce qu'il y a une baisse du niveau de l'immunité générale vis-à-vis de ce virus, et donc on voit réapparaître des cas, en particulier chez les enfants et chez les adolescents. Donc ça, c'est la baisse du niveau d'immunité. Ça compte beaucoup, il ne faut pas croire. Et puis il y a le fameux, bien entendu, tout le monde pense à ça, le réchauffement climatique. Alors, il faut être très précis quand même, je crois, quand on parle de réchauffement climatique. On a l'impression, bien sûr c'est vrai, il y a un réchauffement climatique. Ça, c'est indéniable. Les preuves sont suffisamment flagrantes pour se rendre compte qu'il y a un réchauffement climatique. Là-dessus, personne ne le conteste. Faut-il pour autant tout attribuer au changement, à ce réchauffement climatique ? Je pense qu'il faut être un peu prudent dans la terminologie qu'on utilise et dans les exemples que l'on prend. Et je vais prendre volontairement un exemple qui m'est cher, qui montre que, et certes, le climat peut jouer quelque chose sur un événement, mais pour autant parler du rôle du réchauffement climatique m'apparaît exagéré. C'est un exemple qui m'est très cher, qui est la cueillette des champignons. Je suis un fada de cueillette de champignons, et vous avez ici une de mes cueillettes. Un après-midi, je suis allé d'une année très pauvre, très peu de champignons. Et puis il y a des années où la récolte est beaucoup plus impressionnante. Alors pour ceux qui quelquefois ramassent des cèpes, ils le savent, que c'est très rare d'avoir des cèpes qui poussent comme ça en bouquet. En général, on en trouve un, puis quelques mètres plus loin, on en trouve un autre. C'est très rare d'avoir sur moins d'1 mètre carré 4 cèpes. C'est cette année. L'année a été extrêmement prolifique. Il y a même eu une seconde poussée, puisqu'il y a eu un redout dans la région. Ça a même fait la première page de la Voix du Nord, pour ceux que... Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous ne l'avez pas vu sur la première page de la Voix du Nord ? Il y avait justement des champignons. Entre nous, ceux qu'ils ont montrés étaient immangeables. C'était des bolets escabères. Moi, je ne les mangerais pas. Bon, mais peu importe. Mais toujours est-il qu'il y a des années comme ça où la récolte est pauvre et des années où la récolte est très riche. Ce n'est pas le réchauffement climatique, mais c'est un événement climatique. Il faut qu'il y ait une séquence climatologique très précise pour que la pousse soit très bonne. Et je vais vous donner un secret qui va vous aider lorsque vous irez cueillir des champignons. Il faut qu'il y ait une période sèche, ce qui s'est passé à peu près au mois de juillet chez nous. Et puis, d'un seul coup, il faut qu'il y ait une baisse de température. La baisse de température, c'est le signal de la différenciation du mycélium. C'est-à-dire que le champignon, c'est un réseau de filaments qui est dans le sol. D'accord ? Et le froid, il n'y a pas besoin d'être très important, ça besoin d'être un grand froid, mais la baisse de température, c'est le signal que c'est la fin du bon moment, c'est la fin d'une période de chaleur, et le champignon, à ce moment-là, doit se reproduire. Donc, certaines des cellules qui sont dans le sol, qui sont microscopiques, vont former la gonade. Ce que vous mangez, c'est les organes sexuels des champignons, c'est pas autre chose. Donc, la gonade pousse et donne le champignon. Et il faut que 3 semaines après cette cassure de température, il y ait de la pluie.
Si cette séquence est respectée, période sèche, chute de température, et 15 jours à 3 semaines plus tard, une bonne période de pluie, vous aurez plein de champignons. Donc c'est bien un événement climatologique, ce n'est pas le réchauffement de la planète qui provoque ça. Vous voyez comme quoi il faut être précis lorsque l'on parle de réchauffement climatique. Revenons à notre sujet, qui est celui, en particulier, je prends un exemple ici, celui de la dengue. La dengue, cette année, on a eu une énorme explosion du nombre de cas dans pratiquement l'ensemble des pays du sud-est asiatique. Pas tous les pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une période de très forte précipitation qui a provoqué une pullulation des moustiques qui transmettent cette maladie virale. Et de ce fait, on a eu un très grand nombre de cas humains. Est-ce pour autant le réchauffement climatique ? Oui, c'est vrai, mais quand même, toute la zone du sud-est asiatique a été touchée, mais tous les pays n'ont pas eu la même augmentation de cas. Autrement dit, soumis à la même variation climatique, il n'y a pas eu obligatoirement les mêmes conséquences en termes de nombre de cas apparus dans tous les pays. Les pays les plus touchés, ça a été surtout le Vietnam, du nord au sud d'ailleurs, du nord au sud du Vietnam, alors qu'à côté de ça, sur la Thaïlande, en Thaïlande, il y en a eu pas mal aussi, au Cambodge, il y en a eu beaucoup moins. Donc, il y a eu une influence climatique, mais pour autant, ce n'est pas le réchauffement climatique général qui provoque ça. Il suffit qu'il y ait une bonne pluviométrie et ça suffit. En France, par contre, c'est vrai que l'implantation, alors je expliquerai après sur le terme implantation, l'implantation des moustiques tigres, ce que nous on appelle les Aedes, et en France, dans les départements que vous voyez inscrits là, est réelle, et non seulement elle est réelle, mais elle est bien due à un réchauffement climatique. L'implantation ne veut pas dire est présent, c'est deux choses. L'implantation, ça veut dire que le moustique va rester et durablement persister dans ces départements. C'est-à-dire que même après, il n'est pas tué par l'hiver. Chez nous, dans le Nord, Pas-de-Calais, l'année passée, il y a eu des moustiques tigres. Mais ça n'a duré que quelques semaines. Et l'hiver a fait que les moustiques tigres n'ont pas survécu. Donc là, ce n'est pas de l'implantation, c'est simplement de la présence limitée dans le temps. Alors que dans les départements qui sont là, on a une véritable implantation. Le moustique est là, il ne va pas disparaître de sitôt. Et tous ceux qui... Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés, par exemple, sur la Côte d'Azur, ou en particulier du côté de Perpignan cette année. Il y a certains d'entre vous, non ? Personne ? Ils en ont gardé un mauvais souvenir parce que le moustique tigre est un moustique particulièrement féroce, très assoiffé de sang. Les femelles, le mâle est toujours gentil. C'est une règle biologique générale, retenez-le. Le mâle est toujours gentil. C'est la femelle qui pique. En fait, elle pique parce qu'elle a besoin de ça pour assurer la production de ses œufs, l'ovogénèse. Voilà. Donc là, c'est véritablement relié à un réchauffement climatique. Et bien entendu, c'est pas parce qu'on va prendre des mesures, vider les sous-coupes, éviter qu'il y ait de l'eau stagnante ou limiter l'importation des pneus, parce qu'au fond d'un pneu, il y a toujours un peu d'eau quand on les transporte. Et ça fait là le nid que peuvent utiliser les moustiques. Faut pas se faire d'illusions. Ces moustiques sont là et ils sont là pour longtemps. Et ça peut avoir une incidence d'ailleurs. Ce qui vous explique que dans les départements, là, dans les zones qui sont marquées en jaune, il y a eu des cas autochtones de chikungunya et de dengue. C'est-à-dire, il y a eu une transmission locale. Il faut bien faire là la différence entre ce qu'on appelle un cas importé, c'est-à-dire quelqu'un arrive avec la maladie, il déclare sa maladie alors qu'il est en France, c'est un cas importé. Un cas autochtone résulte, lui, d'un processus infectieux qui s'est passé véritablement localement. D'accord ? Donc là, on a eu des cas autochtones. Ça n'a pas donné lieu à de grandes épidémies parce qu'il y a une très grande vigilance du corps médical, des corps du ministère de la Santé et des agences régionales de santé pour, bien entendu, sitôt qu'il y a un cas, l'isoler, éviter que les moustiques ne viennent se nourrir sur ce cas et n'aillent transmettre la maladie autour d'eux.
bien entendu. Mais, incontestablement, il y a là un danger potentiel, qui n'est pas énorme, mais enfin, il ne faut pas non plus le négliger. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que je vous ai dit que dans le sud-est asiatique, il y avait eu une augmentation du nombre des cas de dengue du fait des précipitations d'une très forte pluviométrie et donc de la pullulation des moustiques. Ça a profité à d'autres moustiques que les moustiques tigres. Ça a également profité aux moustiques qu'on appelle les anophèles. Et les anophèles transmettent le paludisme. Et bien malgré ça, le paludisme est nettement en régression dans l'ensemble du sud-est asiatique. La situation est complètement différente en Afrique. L'Afrique reste un énorme problème. 90% des cas de paludisme sont détectés en Afrique. Pour le reste de la planète, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout en Asie du Sud-Est, mais il y en a quand même beaucoup moins. À tel point qu'actuellement, on ne recommande plus de prendre des médicaments contre le paludisme qu'à quelques personnes qu'aux personnes qui vont être particulièrement exposées, c'est-à-dire ceux qui vont avoir des nuitées en milieu rural. D'accord ? Dans les zones qui sont inscrites ici en bistre, enfin je ne sais pas trop qualifier la couleur, mais peu importe. D'accord ? Pour les zones qui sont en blanc, eh bien ce sont des zones dans lesquelles le risque est considéré comme trop faible pour recommander la prise d'une chimioprophylaxie, c'est-à-dire de médicaments que l'on prend à titre préventif pour éviter de faire des crises de paludisme. D'accord ? Donc, on voit que malgré ces conditions climatologiques qui ont favorisé l'augmentation des populations des moustiques anophèles, eh bien, il n'y a pas eu pour autant une réapparition ou une augmentation du nombre de cas de paludisme. Au contraire, on a régulièrement on s'aperçoit que depuis plusieurs années, régulièrement, il y a une chute du nombre des cas. Par exemple, ceux qui vont en Thaïlande, pratiquement ceux qui vont dans les sites touristiques habituels de Thaïlande, on leur donne absolument plus de chimioprophylaxie, c'est fini. Ceux qui vont au Cambodge, qui vont voir Angkor Wat, les temples d'Angkor, on leur donne plus de chimioprophylaxie. D'accord ? Voilà. Alors, la situation est différente en Afrique. Et là, c'est dû à une certaine forme de relâchement des programmes qui visent à limiter l'extension du paludisme. Exemple, il suffit de moins bien traiter les patients. Donc, vous créez un réservoir de virus, un réservoir de parasites chez les patients. Plus vous avez de patients infectés, plus vous avez de chances que les moustiques qui vont les piquer, de toute façon ils vont aller les piquer, ne s'infectent et ne transmettent la maladie. Donc plus le réservoir de patients augmente, plus le risque va augmenter pour l'ensemble de la population. Et dans le cas et c'est très simple, il suffit que les cas détectés ne soient pas correctement traités pour que l'on voit justement apparaître ce phénomène. Et c'est un peu l'exemple de l'Afrique du Sud. Il y a quelques années, eh bien, ceux qui allaient en Afrique du Sud, on recommandait de prendre des médicaments contre le paludisme qu'à ceux qui allaient au parc Kruger. C'est un grand centre touristique. On va voir les animaux de la savane au parc Kruger. Eh bien, on voit que cette zone s'étend. Le parc Kruger, c'est juste ça, ici. Cette zone s'étend sensiblement maintenant. Et on a même eu quelques cas dans les faubourgs de Pretoria. Donc on voit apparaître du paludisme là où on n'en avait pas vu depuis des années et des années. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement inquiétant. Il y a également eu cette année des cas en Colombie, un cas mortel pour un touriste au Pérou, qui prouve que le parasite est là et ne demande qu'à une chose, si on ne prend pas de mesures, bien entendu à s'étendre. Parlons du Zika. Alors ça aussi, le Zika, c'est une maladie qui est apparue, c'est une maladie relativement jeune. Je dis ça parce que je suis né en 1946, donc une maladie très jeune, qui a été découverte en fait au départ chez des singes. C'était pas une infection humaine, c'était une infection chez des singes, dans une forêt d'Ouganda, et ça a été détecté en 1947. Et les premiers cas humains n'ont été détectés à la fois en Ouganda et en Tanzanie qu'en 1952. Et depuis, peu à peu, cette maladie s'est étendue.
à très bas bruit, pour une raison très simple, c'est que là, le virus provoque finalement une pathologie assez légère, une petite grippe. Donc c'est négligé, et comme ça le virus a pu s'étendre sans qu'on prenne de mesures, parce qu'on ignorait le danger qu'il pouvait représenter. Mais il a voyagé, ce virus, parce que justement, les échanges commerciaux, les voyages sont de plus en plus fréquents, et ça a provoqué, dans une population qui n'avait jamais été confrontée à ce virus, ça a provoqué, de septembre 2013 à avril 2014, une splendide épidémie en Polynésie française. Il y avait eu quelques cas avant, rétrospectivement, en faisant des études, en prenant le sérum de sujets des îles du Pacifique, on s'est aperçu qu'il y en avait eu en Micronésie, on s'est aperçu qu'il y en avait eu dans l'île de Yap. Donc on a bien vu que le virus s'était porté d'un point à un autre un petit peu à la fois, s'était transmis, mais il a véritablement commencé à provoquer des épidémies qu'à partir de 2013-2014. Jusqu'au moment où en 2015, où là il a provoqué une énorme épidémie qui a commencé sur le Brésil et qui, à la fin de 2015, avait touché à la fois l'Amérique du Sud, une grande partie de l'Amérique du Sud, et l'Amérique centrale. Alors, ce virus, je vous l'ai dit, il n'est pas tellement pathogène, hein, il ne provoque pas tellement de signes. Une grippe, c'est assez banal. Quelquefois même, dans les 3/4 des cas, il ne provoque aucun symptôme. Mais malheureusement, s'il touche une femme enceinte, il peut provoquer des malformations majeures chez l'enfant, puisque ça peut toucher le système nerveux, donc le tronc cérébral, ça peut toucher l'encéphale. Donc on peut avoir des tableaux, on peut aller jusqu'à avoir des tableaux de ce qu'on appelle de microcéphalie, c'est-à-dire que le cerveau ne s'est pas développé, la boîte crânienne ne s'est pas développée. Et ça provoque des lésions terribles. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il y a eu cette épidémie de Zika. Pourquoi, justement, le Brésil a été touché plus que les autres et pourquoi on a eu beaucoup plus, apparemment, de cas de microcéphalie au Brésil qu'ailleurs. La seule chose que l'on a pu constater, qu'on savait, c'est qu'il y avait une très forte circulation du vecteur, c'est-à-dire du moustique tigre, hein, c'est toujours le moustique tigre qui promène ce virus. Eh bien, la population de moustiques était particulièrement importante, mais ça ne suffit pas pour expliquer ce phénomène. Il y a eu un certain nombre d'hypothèses. On a pensé que l'utilisation conjointe, par exemple, de certains produits chimiques pour l'augmentation de la rentabilité agraire avait pu jouer un rôle, mais il n'y a rien de bien net qui a été décrit là-dessus. Mais en termes clairs, nous, ça nous a obligés dans notre centre, à ouvrir une consultation pour toutes les femmes qui, soit ayant un projet d'enfant, soit étant enceintes, souhaitaient ou avaient voyagé dans des zones à risque. Donc une surveillance extrêmement étroite a dû être mise en place pour s'assurer, bien entendu, qu'il n'y ait pas de risque de naissance d'enfants mal formés. Donc, ça fait partie de notre rôle, justement, d'essayer de bien... J'ai reçu encore tout à l'heure j'en reçois tous les jours, hein, des demandes de consultation ou des demandes de mail, des demandes d'information sur, justement, cette problématique Zika, parce que même si l'épidémie s'est arrêtée, il faut savoir qu'un très grand nombre de pays, y compris l'Asie, sont touchés sans provoquer d'épidémie majeure, mais le virus circule à bas bruit, ce qui fait que tous ceux qui vont voyager là sont susceptibles d'être infectés par le virus Zika. Les Brésiliens n'ont vraiment pas eu de chance. Ils sont à peine sortis de leur épidémie de Zika qu'ils ont eu une autre épidémie, une épidémie de fièvre jaune. Elle aussi, normalement transmise d'homme à homme par les moustiques de type tigre, les moustiques Aedes. Mais là, il s'est passé autre chose de beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que chez les singes, le virus de la fièvre jaune est un virus qui circule habituellement chez les singes.
il est transmis de singe en singe, non pas ou rarement par le moustique de type tigre, mais par un autre moustique relativement proche, Hémogogus. Et ces moustiques-là se sont mis à proliférer dans certaines parties du Brésil où ils ne proliféraient pas jusqu'alors. Et donc, ils ont provoqué une augmentation du réservoir de virus chez les singes. Et de temps en temps, vous avez un moustique qui, au lieu d'aller piquer un homme, au lieu d'aller piquer un singe, va aller piquer un homme. Et c'est ça qui explique l'épidémie qu'on a eue. À tel point que la zone habituelle de risque de fièvre jaune, qui est une zone connue depuis des dizaines d'années, la zone marquée là en rouge, c'est la zone à risque de fièvre jaune pour l'Amérique du Sud, qui est connue depuis des dizaines d'années. Cette année, elle a dû être modifiée. Et vous voyez que pour certains États, voilà, ici, on s'est aperçu que, il y avait un risque maintenant qui n'existait pas jusqu'alors, et il a fallu entamer, bien entendu, des campagnes de vaccination. Et bien entendu, nous, notre rôle pour les voyageurs, ça a été de les informer, pour ceux qui allaient dans le sud de l'État de Bahia, dans l'Espírito Santo ou dans le nord de l'État de Rio de Janeiro, de les informer du risque et de les vacciner. Ça a provoqué aussi toute une série de réactions de la part des pays qui entourent le Brésil. Et c'est ainsi que, par exemple, la Colombie, qui jusqu'alors, même s'il y a un risque de fièvre jaune lorsqu'on va en Colombie, jusque maintenant, il n'exigeait pas que les voyageurs provenant d'Europe soient vaccinés. D'accord ? Et maintenant, même pour les voyageurs qui viennent d'Europe et qui vont en Colombie, s'ils veulent visiter les parcs nationaux, ils sont obligés de se faire vacciner. Donc là aussi, ce sont des informations qu'il faut transmettre et des recommandations qu'il faut modifier. Alors, je parlais des activités humaines. L'homme n'est pas toujours particulièrement brillant dans ses interventions. Et on en a l'exemple ici avec deux maladies qui sont la diphtérie. Alors c'est un exemple qui date un peu. Mais à un moment donné, l'URSS, à la fois pour des raisons de moyens, c'était autant de l'URSS encore, à cause d'un manque de moyens, et aussi parce que certains pseudo-spécialistes avaient dit il n'y a plus de diphtérie, donc arrêtons la vaccination, puisqu'il n'y a plus de diphtérie. Il n'y en avait plus dans les hôpitaux, on ne constatait plus la présence de diphtérie. Arrêtons la vaccination. Les politiques ont obéi parce qu'ils se sont dit en plus de ça, on va faire des économies. Ils ont eu immédiatement 10 000 cas. Pouf, ça n'a pas loupé. Les petites parenthèses, les agents infectieux disparaissent rarement, à part celui de la variole. Sinon, on n'a pas réussi, on ne réussit pas à faire disparaître les autres. Autre événement, vous savez qu'il y a eu des événements politiques ou des faits de guerre extrêmement importants dans un certain nombre de pays. L'Afghanistan, l'Irak, l'Israël, le Nigeria, le Pakistan, la Somalie, la Syrie, il y a des événements de guerre. Ce qui fait que les programmes de vaccination sont mal appliqués. Et on a vu la polio réapparaître alors qu'on pensait l'éradiquer. Il y avait un programme d'éradication de la polio qui avait été au départ prévu pour l'an 2000. Bon, ça sonnait bien. On l'a reporté à 2010 et puis d'un seul coup, alors qu'il n'y avait plus que 2 États qui déclaraient quelques cas, on a vu réapparaître d'un seul coup la polio dans 11 États. Il suffit de relâcher un tout petit peu la tenaille autour des agents infectieux pour les voir se répandre à nouveau à travers la population. Alors, autre sujet auquel on est confronté, c'est les piqûres de moustiques et les piqûres de nombreux animaux. Alors, les piqûres de moustiques, tous les voyageurs, en général, s'ils vont sous les tropiques, ils partent avec ce qu'on appelle des répulsifs, des produits qu'on se met sur la peau et qui éloignent en partie les moustiques. Et puis, je crois qu'on ne parle pas assez des tiques. Tout simplement parce que les tiques, longtemps on a ignoré un petit peu leur rôle, mais on s'aperçoit que ce sont de remarquables transmetteurs, soit de bactéries, soit de virus, voire même de parasites que je n'ai pas mentionné ici parce que c'est trop, mais qui sont véritablement d'excellents vecteurs. D'autant que il y a chez eux une transmission verticale, c'est-à-dire que la tique transmet à sa descendance le virus dont elle est porteur.
Donc, il est très difficile d'imaginer qu'on puisse avoir une population de tiques absolument non porteuse, ni de bactéries, ni de virus, ni de parasites. Donc, ce qu'on rencontre le plus, donc là j'ai repris quelques exemples extrêmement récents de déclaration de cas. Je vous ai dit, on reçoit des notifications. Là, c'est le genre de notification qu'on reçoit. Et cette photo en dessous vous montre les 4 stades du développement de la tique. Savoir qu'il y a 4 stades. Et pour passer d'un stade à un autre, c'est un acarien, eh bien, la petite bestiole, elle doit se nourrir de sang. Donc c'est pour ça qu'elle pique. En général, elle va plutôt aller piquer les petits mammifères ou les gros mammifères des forêts. Le sanglier, le chevreuil, le campagnol sont des sources sanguines, sont des sources de repas pour les tiques. Mais de temps en temps, ils trouvent un humain. Alors, le problème auquel en fait on est le plus souvent confronté en France, c'est celui du premier stade. Et d'ailleurs, si vous comptez les pattes, c'est pas un acarien, il n'y a pas 8 pattes, il n'y en a que 6. C'est une larve hexapode. Elle est toute petite, vous voyez, selon l'échelle du doigt, vous voyez que c'est quelque chose de tout petit. Mais ça peut déjà transmettre un certain nombre de maladies. C'est pour ça qu'il est très important d'éviter la piqûre des tiques. Alors pour la piqûre des tiques, les répulsifs ne servent pratiquement à rien. C'est-à-dire que les produits que l'on met pour les moustiques, qui sont à base il y a 4 types de produits chimiques qu'on peut utiliser, on peut, je ne dirais pas qu'ils n'en ont pas, ce serait mentir, mais on peut d'efficacité sur les tiques. Le plus efficace, c'est de traiter ses vêtements. Et là encore, c'est mon expérience de cueilleur de champignons qui parle. Je vous assure que les jeans que j'utilise pour aller en forêt au moment de l'automne pour aller chercher des champignons, tous mes jeans sont traités avec de la permétrine, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est un insecticide, c'est-à-dire c'est un produit qui tue. Le répulsif qu'on se met sur la peau est un produit qui éloigne. L'insecticide, lui, est un produit dont on imprègne ses vêtements. Il y a des solutions maintenant, des façons de traiter ces vêtements qui font qu'une fois que vous avez traité un vêtement, vous pouvez le laver 6 fois avant qu'il ne perde son efficacité insecticide. Donc, et ça, c'est la meilleure protection contre les tiques. Parce que, bien entendu, il y a toujours ce risque, il y a déjà eu ici des conférences sur le sujet, de transmission de la maladie de Lyme ou de la transmission des encéphalites à tiques. D'accord ? Voilà. Donc, retenez également que quand on s'est promené en forêt, même si on s'aperçoit il y a une tique qui s'est implantée, a implanté son rostre, il ne faut pas s'affoler. Vous avez plusieurs heures devant vous, pour une raison très simple. C'est qu'au moment où la tique enfonce son rostre dans la chair, eh bien, la glande salivaire n'est pas encore formée. Mais le fait de planter son rostre fait que le processus biologique de maturation de la glande salivaire va se continuer et va permettre d'avoir une glande salivaire parfaitement active. Et ça n'est qu'une fois que la glande salivaire est parfaitement active que la tique peut recracher ce que ces glandes salivaires contiennent. Pour que ce processus se produise, il y a largement 4 à 6 heures devant vous. Donc quand on va se promener en forêt, et moi je le fais, non seulement pour moi, mais je le fais par exemple pour tous mes petits-enfants, je les mets sous la douche et je les inspecte. Et si jamais il y a une tique, je l'enlève. Alors tout simplement, c'est pas toujours facile à enlever. Les tire-tiques ne servent à rien. Pour les toutes petites, les petites tiques, vous pouvez utiliser les tire-tiques qu'on utilise pour les chiens, ça ne marche pas. Il vaut mieux, pour les chiens, en général, ils sont piqués plutôt par les grosses tiques. Alors là, on peut les enlever avec un tire-tique. Mais pour les humains qui sont piqués avec des larves hexapodes, ça ne marche pas. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez un petit peu de l'insecticide dont je parlais, qui vous a servi à traiter vos vêtements, vous en mettez sur un coton-tige, puis vous le badigeonnez. Puis vous attendez, vous vous affolez pas, vous attendez un bon moment, une bonne trentaine de minutes, et après vous retirerez plus facilement. Vous ne la retirez jamais complètement, parce que la rostre, c'est comme les hameçons, ça a un ardillon. Ils ont des tas d'ardillons, donc il restera toujours un petit quelque chose. Il faut désinfecter après. Autre technique, si vous n'avez pas de permétrine avec vous, vous prenez un glaçon.
prenez dans le frigo, vous le mettez dessus. Puis vous laissez fondre le glaçon. Alors le gosse, il n'est pas très content, parce que c'est assez désagréable. Mais une fois que le glaçon est fondu, vous allez retirer la tique. D'accord ? C'est tout à fait simple comme technique. Voilà, les petits trucs. Donc, mais ça, c'est vraiment un fléau. Donc il faut absolument, quand on parle de se protéger des piqûres des animaux, pas simplement penser moustiques, et surtout pays tropicaux, mais pensez que sous nos climats, on a un autre danger qui est la tique et qui mérite quand même toute notre attention. Alors, je terminerai sur deux autres choses qui concernent les touristes. C'est le fait que les touristes se mettent entre autres, se mettent à transporter des souches de bactéries particulièrement résistantes aux antibiotiques. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de la tuberculose, vous avez la bactérie responsable de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, qui devient maintenant résistante à certains médicaments qu'on utilisait jusque-là, voire même totalement ultra résistante, c'est ce qu'on appelle les types XDR, et on n'a plus aucune possibilité thérapeutique. Donc il faut faire fort attention lorsqu'on voyage quand même, de ne pas ramener ces bactéries qui sont particulièrement dangereuses. En fait, c'est pas toujours évident. C'est surtout ne pas côtoyer des personnes qui pourraient être infectées. Et puis, il y a une autre recommandation qui est faite par le Haut Conseil de santé publique, c'est devant le développement du tourisme médical. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire à l'étranger pour des questions de coûts, qu'on peut comprendre, des soins dentaires, de la chirurgie froide, de la chirurgie plastique, ça revient beaucoup moins cher qu'en France, c'est pas toujours fait dans les bonnes conditions, et malheureusement, ils peuvent là développer ce qu'on appelle des infections nosocomiales, quelquefois particulièrement graves, donc ne vous livrez pas à ce tourisme médical. Alors, pour, transmettre l'information, parce que nous, on a un rôle de transmission d'information. Pour ceux qui viennent nous consulter, bien entendu, on le fait de vive voix, mais tout le monde n'a pas la possibilité, ni le temps. Je comprends très bien que quelqu'un qui habite à Dunkerque va pas venir nous consulter, il préférerait utiliser les outils informatiques. Donc, on a créé un site qui est, en ce sens, je peux le dire, unique au monde. C'est le seul qui fonctionne avec un moteur de recherche, et on a utilisé le moteur de recherche de Google. C'est-à-dire, en termes clairs, lorsque vous allez sur un certain nombre de sites, ils vont vous donner des renseignements sur le pays. Vous tapez Afrique, je ne sais pas moi, Afrique du Sud, et vous voyez tous les renseignements sur l'Afrique du Sud. Mais vous avez vu tout à l'heure qu'en Afrique du Sud, la situation au Cap pour le paludisme n'est pas la situation de la région de Pretoria. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on permet à ceux qui viennent consulter le site d'utiliser, il y a un moteur de recherche qui leur permet d'indiquer la ville, le village, la zone touristique dans laquelle ils vont aller voyager. Et par exemple, je vous ai mis ici on a, c'est un chapitre qu'on a remis au jour d'aujourd'hui, qui concerne la peste. Vous savez qu'il y a une épidémie de peste à Madagascar, vous en avez peut-être entendu parler. Eh bien, il y a plusieurs villes qui sont touchées, eh bien, celui qui marque le nom de la ville qu'il va aller visiter, il saura si dans cette ville il y a de la peste ou il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de la peste sur l'ensemble de Madagascar, il n'y a que, grosso modo, une grosse partie du nord-est qui est touchée, mais les autres villes ne sont pas touchées. Mais celui qui va se déplacer, il veut savoir si dans la ville où lui, il va aller passer il est amené là, soit parce qu'il veut passer des vacances, soit pour des raisons professionnelles, il veut savoir si c'est dans la ville qu'il visite qu'il y a un risque. Et donc, en utilisant le moteur de recherche, on lui localise la ville. Ici, on lui localise la ville avec le petit point que vous voyez là, et à ce moment-là, il peut savoir si, oui ou non, quels sont les risques à ce point particulier. C'est ce qu'on appelle les recommandations locales. Il y a des recommandations générales pour le pays, et il y a des recommandations locales. C'est un travail qui nécessite une mise à jour extrêmement élevée, et pratiquement, il ne se passe pas une semaine, vu l'évolution de la situation dans le monde, sans qu'on ait à faire des correctifs sur cette base de données.
Mais bien entendu, on met un point d'honneur à ce qu'elle soit toujours la plus à jour possible. Personne n'est parfait, on doit probablement quelquefois faire des petites erreurs, mais on essaie quand même d'offrir au grand public un outil qui soit particulièrement adapté à sa problématique du voyage. Et on a développé un autre outil qui est un outil là plus à destination des professionnels de santé, des médecins du travail, parce que beaucoup d'entreprises envoient à l'étranger leurs employés. Vous avez aussi tous ceux qui travaillent dans les entreprises du voyage, hein, les agents les agences de voyage. Et on édite un bulletin. Pour l'obtenir, c'est simple, sur le site, il suffit d'aller sur le site, sur ce site-là, hein, Vaccination Voyage, et un peu plus bas, vous demandez à vous faire inscrire et vous recevez sur cette newsletter, on a appelé Rêve, relevé épidémiologique pour les voyageurs et les expatriés, parce qu'il n'y a pas que des voyageurs, il y a aussi des expatriés. Et on fait quelque chose de très simple en fait. Par exemple, au Népal, il y a des maladies à transmission vectorielle. Aux Philippines, par exemple, il y a de l'encéphalite japonaise. Et pour en savoir, on fait un très très bref résumé. Et puis on donne les liens, d'une part, pour, par exemple, mieux connaître la maladie, si jamais elle n'est pas bien, si celui qui vient consulter ne sait pas ce qu'est cette maladie, les endroits qui sont touchés. Hein, là, on reprécise parfaitement les endroits qui sont touchés. Et puis, si on veut en savoir plus, eh bien, ce qu'on appelle le document source, eh bien, il suffit de cliquer là pour retrouver le document source. Donc, notre souci à l'Institut, ça a toujours été le même. Hein, on reste fidèle à notre philosophie. C'est, oui, pour de la recherche, oui, pour des innovations, mais il faut qu'elles profitent à tout le monde. Alors, nous, avec Marine, on n'est pas des chercheurs, on n'a pas d'activité de recherche à proprement parler telle que vous la connaissez dans les laboratoires, mais à notre niveau, on ne se contente pas simplement de recueillir l'information, on a le souci d'offrir des outils pour le grand public, de telle façon à ce qu'il soit le mieux informé possible. Je réponds à vos questions.